jeté dehors à 15 ans avec 20 € à 30, j'ai hérité de leur maison vendue aux enchères. Cette phrase, je me la répète parfois non pas avec fierté, mais comme on retrace la cicatrice d'une vieille blessure. Mon nom est Antoine, et aujourd'hui, à 40 ans, je dirige une entreprise de construction qui vaut plusieurs millions. Mais tout a commencé ce soir-là, devant la porte en chêne massif de la maison où j'avais grandi. Jeté dehors à 15 ans avec 20 €, retrouvé devant la maison familiale à 30 ans. Mon nom est Antoine. Insistez pour que je vous raconte comment j'ai construit mon empire bâti sur la déception de mon père. Abonnez-vous et laissez votre like. La dispute avait éclaté pour une raison stupide, une de ces bêtises d'adolescents qui, dans une famille normale, se terminent par une punition ou des cris. Chez moi, c'était différent. Mon père, Philippe, ne tolérait pas l'imperfection. Il avait un plan pour moi, un chemin tout tracé, une grande école de commerce puis une place à ses côtés dans son cabinet de conseil. Moi, je voulais dessiner. Je passais mes nuits à remplir des carnets de croquis au lieu de réviser mes maths. Ce soir-là, il avait trouvé mes carnets. Il les a tenus entre ses doigts comme s'ils étaient des déchets. Son visage était un masque de déception glaciale. « Ce n'est pas un avenir, ça », a-t-il dit, sa voix tranchante comme du verre brisé. « Ce n'est pas la vie d'un homme, c'est une perte de temps. » Ma mère, Isabelle, se tenait derrière lui, les mains jointes, le regard fuyant. Elle n'a rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Mon petit frère, Julien, me regardait depuis le haut des escaliers, avec un mélange de peur et de curiosité. Il était le fils parfait, celui qui ne décevait jamais. J'ai essayé de me défendre, de dire que c'était ma passion, ma vie. La réponse de mon père a été simple et définitive. « Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Si tu veux vivre comme un artiste, tu le feras dehors. » Je pensais que c'était une menace en l'air, mais il est allé chercher mon sac d'école, l'a vidé de mes livres et y a jeté quelques vêtements. Puis il a ouvert son portefeuille, en a sorti un billet de 20 € et me l'a tendu. « Voilà pour commencer ta nouvelle vie. Maintenant, sors. » La poignée de la porte était froide sous ma main. Je me souviens du son du loquet qui se referme derrière moi, un clic métallique qui a mis fin à mon enfance. J'étais sur le trottoir, avec un sac à dos presque vide, un billet de 20 € et le froid de novembre qui me mordait à travers mon mince blouson. La maison était illuminée, une forteresse de chaleur et de sécurité à laquelle je n'avais plus accès. À travers la fenêtre du salon, je voyais la silhouette de mon père tourner le dos à la porte. Le rideau a été tiré. Je suis resté là un long moment, espérant que la porte se rouvrirait, que ma mère viendrait me chercher. Mais rien. Le silence était total. J'ai regardé le billet dans ma main. 20 €. C'était le prix que mon père avait fixé pour son fils. À ce moment-là, je n'avais aucun plan, aucune idée de ce qui allait se passer. Je savais juste une chose. Je ne reviendrais jamais supplier. Je devais survivre, seul. Et un jour, je leur montrerai ce que leur fils rejeté était capable de construire à partir de rien. Cette première nuit, je l'ai passée dans une gare. Le billet de 20 € a payé un sandwich et un café chaud qui m'ont brûlé la langue, mais la chaleur était la bienvenue. Assis sur un banc en bois dur, j'ai regardé les trains partir, chacun emportant des gens vers une maison, une famille. Pour moi, il n'y avait plus de destination. Le froid n'était pas seulement dans l'air, il s'était installé dans mes os. J'ai sorti un vieux crayon de ma poche et sur le dos d'un ticket de métro trouvé par terre, j'ai dessiné le visage de mon père. Pas par amour, mais pour ne jamais oublier l'expression qu'il avait en fermant la porte. Les années qui ont suivi ont été un long tunnel flou de survie. J'ai eu 16, puis 17, puis 18 ans. J'ai dormi dans des foyers pour jeunes, parfois dans des parcs quand il faisait assez chaud. J'ai fait tous les petits boulots possibles. Plongeur dans des restaurants qui sentaient la graisse rance, manutentionnaire sur des marchés qui se levaient avant le soleil, distributeur de prospectus que les gens jetaient sans même un regard. La faim était une compagne constante, un creux dans l'estomac qui me rappelait à chaque instant que j'étais seul. Mes carnets de croquis avaient été remplacés par la nécessité de trouver le prochain repas. Mais je n'ai jamais cessé de dessiner, sur des serviettes sans papier, des bouts de carton, tout ce qui me tombait sous la main. Le tournant est arrivé sur un chantier de construction. J'avais trouvé un travail de manœuvre, le genre de boulot qui vous casse le dos pour un salaire de misère. C'était dur mais honnête. Le patron, un homme d'une 50aine d'années nommé Marc, était bourru mais juste. Il ne parlait pas beaucoup, mais il observait tout. Un midi, pendant la pause,
Il m'a trouvé assis sur une pile de parpaings, en train de dessiner sur un morceau de plaque de plâtre. Je dessinais la maison que nous étions en train de rénover, mais en y ajoutant des détails, une extension, une meilleure disposition des fenêtres pour capter la lumière du matin. Il s'est approché en silence et a regardé par-dessus mon épaule. Je me suis tendu, m'attendant à des moqueries ou à une réprimande pour avoir perdu mon temps. Au lieu de ça, il a juste grogné un pas mal, gamin. Il a pointé un détail de mon dessin. « Pourquoi tu mettrais cette fenêtre ici ?» Sa question n'était pas un reproche, c'était une vraie question. Je lui ai expliqué mon idée. Comment la lumière entrerait, comment l'espace semblerait plus grand. Il a hoché la tête lentement, ses yeux plissés par le soleil et des années de travail en extérieur. Le lendemain, il m'a appelé dans son petit bureau préfabriqué. Sur la table, il y avait des plans, de vrais plans d'architecte. « Montre-moi ce que tu vois là-dedans », a-t-il dit. Pendant 1 heure, je lui ai parlé des lignes, des angles, des volumes. Je ne savais pas que j'avais ce vocabulaire en moi. Marc m'a écouté sans m'interrompre. À la fin, il a dit une phrase simple qui a changé ma vie. « À partir de demain, tu ne portes plus les sacs de ciment. Tu restes avec moi et tu apprends. » Ce n'était pas un acte de pitié. Marc avait vu quelque chose en moi que mon propre père avait refusé de voir. Pas un rêveur inutile, mais un bâtisseur. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'étais plus en train de survivre, mais de commencer à construire. Les années avec Marc ont été mes vraies études, celles qui ne s'apprennent pas dans les livres que mon père vénérait. Il n'était pas un homme de grands discours. Son enseignement se faisait par le geste, par l'exemple. Il me passait un plan et disait « Trouve l'erreur ». Au début, je n'en voyais aucune. Puis, à force de nuits passées à la lumière d'une simple ampoule dans le préfabriqué du chantier, j'ai commencé à voir. Je voyais les murs qui manquaient de soutien, les espaces perdus, les flux de circulation qui n'étaient pas logiques. J'ai appris à lire un plan non pas comme une carte, mais comme l'histoire d'une vie qui n'avait pas encore commencé. J'ai appris le langage du béton, la poésie d'une charpente bien posée, la différence entre un matériau qui dure et un autre qui brille. Marc ne me félicitait jamais. Sa meilleure approbation était un grognement satisfait ou un continu comme ça. Pour moi, ça valait tous les diplômes du monde. Un jour, alors qu'on inspectait les fondations d'un immeuble, il a craché par terre et a dit une phrase que mon propre père aurait pu dire, mais avec un sens totalement différent. « Antoine, il a dit, le regard dur, on ne construit rien de solide sur des fondations pourries. Retiens ça, ça vaut pour les maisons et pour les hommes. » Cette phrase est devenue mon mantra. Je l'appliquais à tout. Les mois sont devenus des années. Je suis passé d'assistant à chef de chantier, puis à responsable de projet. Marc me faisait de plus en plus confiance. Il voyait que je ne travaillais pas pour un salaire, mais par passion. Mon premier projet solo était une petite maison pour un jeune couple. Ils avaient un budget minuscule et des rêves immenses. J'ai passé des semaines à optimiser chaque centimètre carré, à trouver des solutions pour que leur maison soit non seulement fonctionnelle, mais belle. Quand je leur ai remis les clés et que j'ai vu leurs larmes de joie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu. La fierté d'avoir créé un foyer pour quelqu'un d'autre. L'argent a suivi, naturellement. Ce n'était plus une question de survie. J'ai quitté le foyer et j'ai loué mon premier vrai appartement. 4 murs à moi, un lit qui n'était pas un matelas par terre, le luxe absolu d'une douche chaude sans attendre mon tour dans un couloir froid. Je me souviens être resté des heures assis sur le sol de mon salon vide, simplement en savourant le silence et la sécurité. J'avais construit ça, seul. Parfois, la nuit, je pensais à ma famille, à la maison avec la porte en chêne massif. Je ne ressentais plus la douleur aiguë de l'adolescent rejeté. C'était devenu une colère froide, une sorte de carburant silencieux. Je n'avais aucune nouvelle d'eux. Je ne savais pas si ma mère pensait à moi, si mon frère Julien était devenu l'homme parfait que mon père voulait. Et honnêtement, je m'en fichais. Leur monde n'était plus le mien. J'avais 25 ans. J'étais devenu le bras droit de Marc. Son entreprise grandissait grâce à mes idées, mais ce n'était pas encore assez. Je ne construisais pas seulement des murs pour les autres. Je construisais une forteresse autour de moi, et je savais qu'un jour, elle serait si haute et si solide que même l'ombre de mon père ne pourrait plus l'atteindre. Quand j'ai eu 30 ans, quelque chose a changé. Ce n'était plus seulement une question de construire des maisons pour les autres. C'était devenu une question de construire mon propre nom. Je gagnais bien ma vie. J'avais un bel appartement, une voiture qui démarrait tous les matins.
J'avais tout ce que l'adolescent de 15 ans sur son banc de gare n'aurait jamais osé imaginer. Mais la colère froide était toujours là, nichée au fond de mon ventre. Elle me poussait à vouloir plus, non pas plus d'argent, mais plus de reconnaissance. Je voulais que mon nom, le nom que mon père avait jugé indigne, soit gravé sur quelque chose de grand et de durable. Un soir, Marc m'a invité à dîner chez lui. Sa femme nous a servi un rôti et s'est éclipsée. Ce n'était pas dans ses habitudes. D'habitude, il me parlait de factures et de permis de construire. Ce soir-là, il a rempli nos verres de vin et m'a regardé droit dans les yeux. Ses mains épaisses et usées par des décennies de travail étaient posées à plat sur la table. « Je vais prendre ma retraite, Antoine », a-t-il dit sans préambule. « Je suis fatigué. Ce métier, il te prend tout. » J'ai hoché la tête, sentant où la conversation allait nous mener. « L'entreprise, elle est à toi si tu la veux », a-t-il continué. « Je te ferai un bon prix. Tu pourras me payer sur plusieurs années. Tu la connais mieux que personne. Elle est déjà à moitié à toi de toute façon. » C'était une offre incroyable. L'aboutissement de 15 ans de travail acharné, devenir le patron de l'entreprise qui m'avait sorti de la rue. C'était un rêve, mais ce n'était pas le mien. J'ai pris une profonde inspiration. « Marc », j'ai commencé, la voix un peu tremblante, « je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné un avenir. » Il a fait un geste de la main pour balayer mes remerciements. « Mais je ne peux pas accepter, » j'ai dit. « Je dois construire ma propre entreprise, avec mon nom dessus. » Un long silence s'est installé. Je m'attendais à de la déception, peut-être de la colère. Mais Marc a simplement souri, un petit sourire en coin. « Je savais que tu dirais ça, a-t-il avoué. Tu as trop de feu en toi pour reprendre le truc d'un vieil homme. » Il a levé son verre. « Alors, à ta nouvelle entreprise. » Nous avons trinqué. Alors qu'il reposait son verre, il m'a regardé avec ce regard intense que je connaissais si bien. « N'oublie jamais ce que je t'ai dit, gamin, » a-t-il dit. « On ne construit rien de solide sur des fondations pourries. Ça vaut pour les maisons, et ça vaut pour ton entreprise. Commence bien, commence honnêtement. » C'était sa bénédiction. Le lendemain, j'ai déposé ma démission. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite, plus effrayante encore que de dormir dans la rue. Je quittais la sécurité, la certitude d'un salaire pour l'inconnu total. Mon premier bureau était la table de ma cuisine. Mon premier employé, c'était moi. Ma première commande, je ne l'avais pas encore. J'avais 30 ans, quelques économies, et un besoin viscéral de prouver au monde, et à l'ombre de mon père, que je pouvais bâtir un empire à partir de rien. Et cette fois, il porterait mon nom. Les 5 premières années de ma propre entreprise ont été un brouillard de travail acharné. J'ai transformé mon appartement en bureau et mon canapé en lit. Les journées commençaient à 5 heures du matin, avec des visites de chantier potentielles, et se terminaient bien après minuit, le nez dans les devis et les plans. Le café était mon principal groupe alimentaire. Chaque euro gagné était réinvesti. Je n'avais pas de vie sociale, pas de vacances, juste une obsession, construire. Construire quelque chose qui soit à moi, quelque chose d'indestructible. Mon premier gros contrat a été un coup de chance, ou peut-être le résultat de mon obstination. Un promoteur immobilier voulait rénover un vieil entrepôt pour en faire des lofts de luxe. Tous les grands noms du secteur avaient répondu à l'appel d'offres avec des propositions clinquantes et des budgets exorbitants. Moi, j'y suis allé avec une seule chose, une vision. J'avais passé une semaine entière à dessiner, pas seulement des plans, mais l'histoire du lieu. J'ai montré comment je pouvais préserver l'âme industrielle du bâtiment tout en y intégrant un confort moderne. J'ai parlé de la brique d'origine, des poutres en acier, de la lumière qui inonderait les espaces. Le promoteur, un homme nommé Dominique, m'a écouté sans un mot. À la fin, il a juste dit « Vous êtes le seul qui n'a pas parlé d'argent, mais de la maison. Le contrat est à vous. » Ce projet a tout changé. Il m'a donné la crédibilité et les fonds nécessaires pour enfin louer un vrai bureau et embaucher mes premiers employés. J'ai engagé des jeunes, des passionnés comme moi qui voyaient l'architecture comme un art et pas seulement comme un business. Mon nom a commencé à circuler. Antoine, on disait, c'est le type qui construit des maisons avec une âme. Les contrats sont devenus plus gros, plus ambitieux. Des villas modernes, des rénovations de bâtiments historiques, des petits immeubles de standing. Un jour, un concurrent m'a proposé une affaire en or, utiliser des matériaux moins chers importés pour augmenter nos marges sur un grand projet. C'était tentant.
L'argent était considérable, de quoi accélérer ma croissance de plusieurs années. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais le visage de Marc, je l'entendais me dire, avec sa voix rocailleuse, « On ne construit rien de solide sur des fondations pourries. Retiens ça. Ça vaut pour les maisons et pour les hommes. » C'était sa voix, mais c'était ma conscience qui parlait. Le lendemain matin, j'ai refusé l'offre. Je savais que mon entreprise ne serait pas seulement jugée sur ses profits, mais sur la solidité de ce qu'elle laissait derrière elle. Cette décision m'a coûté de l'argent à court terme, mais elle a bâti ma réputation sur du roc. À 35 ans, j'étais à la tête d'une entreprise qui valait plusieurs millions d'euros. J'avais une équipe de 20 personnes. Je vivais dans un magnifique appartement que j'avais moi-même conçu, avec une vue imprenable sur la ville. J'avais réussi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pourtant, parfois, au milieu de la nuit, je me réveillais avec une sensation de froid, le même froid qu'à 15 ans sur le trottoir. Je regardais le billet de 20 € que j'avais gardé et encadré sur mon bureau. Il était là pour me rappeler d'où je venais. Mais il me rappelait aussi ce que j'avais perdu. Je n'avais jamais cherché à revoir ma famille. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient devenus. Une partie de moi se disait que c'était mieux ainsi, mais une autre partie, une toute petite partie, se demandait s'ils savaient. S'ils savaient que le gamin qu'ils avaient jeté dehors était devenu un homme qui construisait la ville sous leurs fenêtres. La nouvelle décennie a commencé, et avec elle, mes 40 ans. J'étais au sommet. Mon entreprise, Constructions Antoine, était une référence dans le secteur. Nous ne construisions pas seulement des bâtiments, nous redonnions vie à des quartiers. J'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer. Le succès, l'argent, le respect de mes pairs. Mon appartement était un penthouse que j'avais dessiné moi-même, un nid d'aigle de verre et d'acier surplombant la ville. Chaque matin, je buvais mon café en regardant le soleil se lever sur les toits, un spectacle qui me coûtait plus cher par mois que ce que mon père gagnait en un an à l'époque. Le billet de 20 € était toujours là, sous verre, sur mon bureau en noyer. Un rappel constant. Pourtant, une routine étrange s'était installée. Chaque dimanche soir, après une semaine de décisions à plusieurs millions d'euros, je me connectais sur les sites de vente aux enchères immobilières. Ce n'était pas pour le travail. C'était une sorte de rituel masochiste. Je regardais les photos de maisons saisies, les descriptions froides parlant de difficultés financières et de procédures judiciaires. Je lisais les histoires tragiques entre les lignes, les vies brisées qui se cachaient derrière ces murs. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être pour me rappeler la fragilité de toute chose, même des murs en briques. Ce dimanche-là, rien ne semblait différent. Je faisais défiler les annonces, un verre de whisky à la main, le silence de mon immense appartement pour seule compagnie. Et puis, je l'ai vu. Une photo miniature, mal éclairée, mais je l'aurais reconnue entre mille. La porte d'entrée en chêne massif, avec ses sculptures complexes que j'avais tracées du doigt des centaines de fois quand j'étais enfant. Le petit vitrail en haut, que ma mère avait toujours détesté. Mon cœur a cessé de battre. J'ai cliqué sur l'annonce. L'adresse a confirmé ce que je savais déjà. C'était bien elle, la maison de mon enfance, la forteresse d'où j'avais été banni. Les mots sur l'écran étaient brutaux, impersonnels, vente par adjudication judiciaire, suite à liquidation, mise à prix 150 000 €. Liquidation. Le mot a résonné dans ma tête. Mon père, Philippe, le grand consultant, l'homme qui planifiait la vie des autres avec une précision chirurgicale, avait fait faillite. L'homme qui méprisait les artistes et les rêveurs, parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer leur vie, avait tout perdu. Un rire a commencé à monter du fond de ma gorge. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un son sec, amer, presque douloureux. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la baie vitrée. La ville scintillait à mes pieds, un tapis de diamants. Et quelque part là-dedans, il y avait cette maison, vidée de sa superbe, bradée comme une vulgaire marchandise. La justice poétique était si parfaite, si cruelle, qu'elle en était presque une œuvre d'art. Mon premier réflexe a été de fermer l'ordinateur et d'oublier, de les laisser sombrer. Ils avaient tracé leur chemin, j'avais construit le mien. Nos routes n'avaient de plus à se croiser. Mais une autre pensée, plus sombre et plus puissante, a commencé à prendre forme. L'image de mon père, le visage tordu de mépris, me tendant ce billet de 20 €. Voilà pour commencer ta nouvelle vie. Je suis retourné à mon bureau.
J'ai regardé la date de la vente. Dans 10 jours. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, chassant le froid qui y vivait depuis 25 ans. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était même pas de la haine. C'était autre chose. Une opportunité. L'opportunité de boucler la boucle de la manière la plus spectaculaire qui soit. Je n'allais pas seulement assister à la chute de mon père, j'allais en être l'architecte final. J'allais acheter cette maison, non pas pour y vivre, mais pour posséder le symbole de mon rejet. Et je m'assurerais qu'il soit là pour voir le gamin aux 20 € signer le chèque. Les 10 jours suivants ont été les plus longs et les plus courts de ma vie. Le jour, j'étais le chef d'entreprise impeccable, dirigeant des réunions, validant des plans, négociant des contrats de plusieurs millions d'euros. Mais la nuit, je devenais un fantôme, hantant les archives en ligne, épluchant les registres du commerce, reconstituant la chute de l'empire de mon père, Philippe. Le lendemain de ma découverte, j'ai appelé mon avocat, un homme discret et efficace que j'employais pour mes affaires les plus sensibles. Je lui ai expliqué la situation sans la moindre inflexion dans la voix, comme si je parlais de l'acquisition d'un terrain vague. « Je veux cette maison », ai-je dit. « Je veux que vous enchérissiez pour moi. Personne ne doit savoir qui est le véritable acheteur. Mon nom ne doit apparaître nulle part avant la signature finale. » Il n'a posé aucune question. Il a simplement dit « Considérez que c'est fait. » J'ai découvert que la faillite de mon père n'était pas due à un mauvais coup du sort. C'était le résultat d'années d'arrogance et de mauvaises décisions. Il avait investi massivement dans des placements risqués, persuadé d'être plus malin que le marché. Il avait méprisé les conseils de prudence, tout comme il avait méprisé mes desseins d'adolescent. Il avait construit son château financier sur du sable et la première vague l'avait emporté. Le cabinet de conseil prestigieux n'était plus qu'une coquille vide, criblée de dettes. En lisant les rapports, un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la joie ni de la pitié. C'était une sorte de confirmation froide et terrible. Je me suis souvenu des mots de Marc, mon vieux mentor, martelés au-dessus du bruit d'un chantier. On ne construit rien de solide sur des fondations pourries. Mon père avait appliqué cette leçon à l'envers. Sa vie entière était une façade magnifique, reposant sur des fondations d'orgueil et de mépris. Il était inévitable qu'elle s'effondre. Ma vengeance, elle, serait bâtie sur du béton armé. Plus les jours passaient, plus ma détermination se glaçait. J'ai viré une somme d'argent considérable sur le compte de mon avocat, assez pour acheter la maison 10 fois si nécessaire. Je ne voulais pas seulement gagner l'enchère, je voulais l'écraser. Je voulais qu'il n'y ait aucun doute, aucune compétition possible. La veille de la vente, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans mon bureau, dans le silence de mon penthouse, regardant la ville s'endormir. J'ai fixé le billet de 20 € sous son cadre de verre. Pendant 25 ans, il avait symbolisé mon humiliation, ma survie. Demain, il allait devenir le premier acompte symbolique pour la plus grande acquisition de ma vie. J'ai essayé de me souvenir du visage de ma mère, Isabelle, ou de mon petit frère, Julien. Était-il avec lui? Avait-il sombré avec lui? Les registres ne disaient rien à leur sujet. Une part de moi s'en moquait. Ils avaient fait leur choix ce soir-là, en restant silencieux derrière la porte qui se refermait. Ils faisaient partie de la maison, et j'allais tout racheter en bloc. Le bâtiment, les souvenirs et leur échec. Le téléphone a sonné à 9 heures précises le lendemain matin. C'était mon avocat. « La vente commence dans 1 heure, a-t-il dit. Êtes-vous prêt ?» J'ai regardé mon reflet dans la baie vitrée. L'homme qui me fixait avait des yeux froids, des yeux de constructeur sur le point de commencer une démolition. « Je suis né prêt, ai-je répondu. La vente aux enchères se déroulait dans une salle impersonnelle du tribunal de commerce. Mais pour moi, elle avait lieu ici, au sommet de ma tour de verre. Je n'étais pas présent physiquement. Mon avocat y était, un téléphone discret collé à l'oreille, me retransmettant chaque souffle, chaque offre, chaque silence de la salle. J'étais assis dans mon fauteuil en cuir italien, face à une baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la ville que j'avais conquise, brique par brique. Philippe a trouvé mes carnets de croquis et m'a jeté dehors. Qu'auriez-vous fait à ma place? Commentez ce que vous pensez de cette décision et partagez mon histoire. « Ça commence », a dit la voix de mon avocat. « Mise à prix 150 000. » Un silence. Puis les offres ont commencé à fuser, timides au début, comme des petites vagues venant lécher le sable. 160, 170, 200 000. C'étaient des promoteurs locaux,
des marchands de biens qui flairaient une affaire. Mon avocat les écartait sans effort, ajoutant 10 000 € à chaque fois, avec une régularité mécanique qui devait glacer ses adversaires. À 250 000, la plupart se sont tus. La salle est devenue silencieuse. « Je pense que nous l'avons », a murmuré mon avocat. « Attendez, ai-je dit. Un instinct, une vieille méfiance qui ne m'avait jamais quitté. Une nouvelle offre, a dit mon avocat une seconde plus tard. 260 000. C'est un particulier. Un homme seul au 3e rang. Je me suis penché en avant. Continuez, suivez-le. La bataille a commencé. 270, 280, 300 000. L'homme ne lâchait pas. Il répondait à chacune de nos offres, avec une ténacité qui n'était pas celle d'un investisseur. C'était personnel. Décrivez-le-moi, ai-je ordonné. Il y a eu une pause. La cinquantaine bien tassée. Costume un peu démodé, mais de bonne coupe, cheveux grisonnants. Il a l'air inquiet. Puis il a ajouté « Attendez, je crois le reconnaître. C'est Dominique. Dominique Mercier. » Le nom a frappé comme un marteau. Dominique, le meilleur ami de mon père, son associé de toujours, l'homme qui venait dîner tous les dimanches et qui m'offrait des chocolats. Il n'était pas là pour faire une affaire. Il était là pour sauver Philippe, pour racheter la maison et la lui rendre, par pitié, par amitié. Une vague de chaleur m'a envahi, un mélange de mépris et de fureur froide. Ils essayaient encore de se sauver entre eux, de maintenir leur petit monde intact. 350 000, a annoncé mon avocat. Il hésite. C'est le moment, ai-je dit. Ma voix était calme, presque un murmure. Proposez 500 000, d'un seul coup. Mon avocat a eu un hoquet. 5, monsieur. C'est bien au-dessus de la valeur. J'ai dit 500 000, maintenant. J'ai entendu le silence à l'autre bout du fil, puis la voix de mon avocat, claire et forte, annonçant le chiffre dans la salle. J'imaginais le choc, les têtes se tournant vers Dominique. J'imaginais son visage se décomposer, la compréhension de sa défaite totale. « Il s'est rassis », a dit mon avocat, sa voix empreinte d'un respect nouveau. « Il ne bouge plus, adjugé. La maison est à vous, monsieur. » J'ai raccroché sans un mot. Je me suis levé et j'ai regardé les fondations d'un nouveau gratte-ciel que mes équipes creusaient au loin. Je pensais aux mots de Marc, mon vieux mentor. On ne construit rien de solide sur des fondations pourries. L'amitié de Dominique, cette loyauté qu'il essayait de montrer, tout ça était bâti sur les mêmes fondations d'arrogance et d'échec que la fortune de mon père. Et tout venait de s'effondrer. J'ai repris mon téléphone et j'ai rappelé mon avocat. Une dernière chose. Je veux que la signature finale se fasse dans la maison elle-même, dans le salon. Et je veux que mon père, Philippe, soit présent. Assurez-vous qu'il reçoive une convocation officielle qu'il ne pourra pas refuser. Je veux qu'il voie qui signe le chèque. La signature a été fixée 2 jours plus tard. J'ai conduit moi-même, sans chauffeur. Je voulais arriver seul, sentir l'asphalte sous les roues de ma propre voiture en retournant vers ce lieu que j'avais fui. Le quartier n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes maisons bourgeoises, les mêmes jardins bien entretenus. Puis j'ai vu la mienne, notre ancienne maison. De l'extérieur, elle semblait plus petite, plus triste. La peinture blanche s'écaillait près du porche, et le jardin, autrefois la fierté de ma mère Isabelle, semblait fatigué, comme s'il avait abandonné. Mon avocat m'attendait sur le perron. Il avait l'air nerveux. Il a ouvert la porte sans un mot, et je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier. Un mélange de poussière, de bois ciré et de regret. C'était l'odeur de mon enfance, mais en sourdine. La plupart des meubles étaient encore là, recouverts de draps blancs comme des fantômes. Dans le grand salon, une table avait été installée. Un notaire au visage sévère y était assis, ses papiers parfaitement alignés. Et dans un fauteuil, dans un coin sombre, il y avait Dominique. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans en 2 jours. Il a à peine levé la tête quand je suis entré. Il n'était plus l'associé puissant, juste un vieil homme qui avait perdu une bataille pour un ami. Je l'ai ignoré. Mon attention était ailleurs. J'attendais. Chaque minute semblait s'étirer, remplie par le tic-tac d'une vieille horloge que je reconnaissais. C'était celle qui rythmait les dîners silencieux, les devoirs forcés. Puis la sonnette a retenti. Un son strident qui a brisé le silence pesant. Mon avocat a fait un pas vers la porte, mais je l'ai arrêté d'un geste. « Laissez, c'est à moi de le faire. » J'ai ouvert la porte. Il était là, Philippe, mon père. Il avait vieilli. Pas seulement les années,
mais d'une manière qui vient de l'intérieur, quand la fierté est tout ce qui vous reste pour vous tenir droit. Son costume, toujours impeccable, semblait un peu trop grand pour lui. Ses yeux m'ont balayé sans me voir vraiment, cherchant quelqu'un d'autre, une autorité à qui s'adresser. « C'est ici ?» a-t-il demandé, sa voix rauque. Il ne s'adressait pas à moi, mais à l'univers en général. « Entre, père, ai-je dit. » Les mots m'ont semblé étrangers. Il est entré sans me regarder, son regard fixé sur le notaire. Finissons-en avec cette mascarade. Personne n'a répondu. Je me suis assis à la table en face du notaire. Mon père est resté debout, les bras croisés, refusant de participer autrement que par sa présence forcée. Le notaire a commencé à lire les documents d'une voix monotone. Je n'écoutais pas les termes juridiques. J'écoutais le silence de mon père. J'écoutais les 25 années de non-dits qui remplissèrent la pièce. Quand le notaire a fini, il a poussé les documents vers moi. « Votre signature ici, monsieur. » J'ai pris le stylo. Son poids était ridicule comparé au poids de ce moment. J'ai signé lentement, mon nom s'étalant sur la ligne pointillée, chaque lettre un coup de marteau sur le passé. Pendant tout ce temps, je n'ai pas quitté mon père des yeux. Il me regardait enfin, et dans son regard, j'ai vu une fissure, une minuscule fissure dans la façade de glace. Le notaire a tamponné le papier. « Félicitations, la propriété vous appartient. » Je me suis levé, les papiers à la main. J'ai regardé mon père, puis Dominique vaincu dans son coin. « Maintenant que les affaires sont réglées, » je leur ai dit, ma voix résonnant dans le silence, « parlons de la famille. » Mon père a eu un sursaut, comme si je venais de le gifler. Dominique, dans son coin, a relevé la tête, l'air méfiant. Le mot « famille » dans cette maison était comme un poison dont on avait oublié le nom. « Il n'y a plus de famille ici », a craché Philippe, sa voix retrouvant un peu de son arrogance passée. « Tu as détruit ça. » J'ai esquissé un sourire sans joie. « Non, tu as planté la graine il y a 25 ans. Je n'ai fait que récolter. » Je me suis approché de lui, les documents officiels toujours à la main. Je les ai laissés tomber sur une petite table recouverte d'un drap. La poussière a volé en un petit nuage. « Tu te souviens de ce soir-là » j'ai demandé doucement. « Tu m'as donné 20 €. Tu as dit que c'était le prix de ma liberté. La liberté d'échouer loin de toi. » Il n'a rien dit. Son visage était fermé, mais je pouvais voir une tension dans sa mâchoire. « Pendant des années, » j'ai continué, « j'ai cru que tu avais raison. J'ai dormi dans des foyers. J'ai travaillé sur des chantiers pour payer mes études du soir. Chaque brique que je posais, je pensais à cette maison. Pas avec haine, avec un objectif. J'ai fait le tour de la pièce, mes pas résonnant sur le parquet. Je me suis arrêté devant un grand mur vide où autrefois trônait un portrait de famille guindée. Tu vois ce mur, père? Je vais y accrocher le plan de mon premier gratte-ciel. Celui que j'ai dessiné sur des serviettes en papier dans un café, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter du vrai papier. Celui qui m'a rapporté mon premier million. Le silence est tombé, lourd et épais. Dominique s'est levé lentement. Il a regardé Philippe, puis moi. Il n'a pas dit un mot, il a simplement ajusté sa veste, a tourné les talons et est sorti, fermant doucement la porte derrière lui. Il avait compris. La partie était terminée. Nous étions seuls, mon père et moi. Dans ma maison. « Tu as tout perdu, n'est-ce pas ?» j'ai murmuré. L'argent, les amis. Dominique était le dernier. Et maintenant, cette maison. Il a finalement baissé les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu le tyran. J'ai vu un homme âgé, brisé, dont l'armure de fierté venait de se fissurer. Ses épaules se sont affaissées. « Qu'est-ce que tu veux, Antoine ?» a-t-il demandé, sa voix à peine audible. C'était la première fois qu'il prononçait mon nom sans mépris. Je me suis approché et je me suis arrêté juste devant lui. Je voulais que tu vois, que tu comprennes. Tes plans n'étaient pas les miens. Mon chemin n'était pas le tien, mais il m'a mené ici. J'ai fait une pause, le laissant absorber le poids de la situation. La chambre d'amis est à l'étage, j'ai dit calmement. Elle est poussiéreuse, mais elle est libre. Tu peux y rester, aussi longtemps que tu le souhaites. Mais souviens-toi d'une chose. Il a relevé la tête, un éclair de confusion dans ses yeux humides. Tu es un invité, dans la maison de ton fils, le dessinateur. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Je lui ai tourné le dos, et je me suis dirigé vers la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin. La lumière du soir filtrait à travers les vitres sales. J'avais gagné, la justice était rendue. Mais en regardant mon reflet, je n'ai pas vu un vainqueur. J'ai vu un homme de 40 ans, seul dans une grande maison vide,
qui venait de réaliser que certaines cicatrices, même vengées, ne disparaissent jamais vraiment. De la rue à la direction d'une entreprise bâtie sur la douleur, il a fallu voir l'homme brisé derrière le tyran. Qu'avez-vous pensé de ma justice? Abonnez-vous pour d'autres récits de résilience.